on y va pour cette deuxième séance de causerie du lundi. Alors, bienvenue à tous. On est vraiment contents. On a déjà 27 personnes. On a le Pont-Rouge, Québec, Thetford-Mine, l'Abitibi est là, Amos, Mascouche, Deux-Montagnes. On a des gens d'un peu partout. Là, je les nomme pas tous, le bas du fleuve. Donc, c'est un peu magique, comme Robert le disait, là, de pouvoir vous voir comme ça tous les lundis pour jaser avec vous. Donc, merci d'être présents. Donc, je me représente. À chaque fois, je vais le faire juste au cas où on a des nouvelles personnes. Donc, mon nom est Catherine Pilon. Je suis organisatrice communautaire à la Fédération des locataires d'HLM du Québec. Et ça me fera un grand plaisir d'animer la rencontre en compagnie et de co-animer, en fait, avec Robert Pilon, qui est le coordonnateur de la FEDE. Donc, bonjour Robert. Bonjour tout le monde. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donc, pour le bon déroulement, c'est la même chose que la semaine dernière. On ferme les micros de tous parce que sinon, souvent, on a des bruits de fond puis ça ne nous permet pas de bien comprendre la personne qui parle. Puis, on s'en rend pas compte souvent là, si on fait du bruit. Donc, on ferme les micros et quand ce sera le temps des échanges, on pourra réouvrir, vous pourrez, réouvrir votre micro quand on va vous donner la parole. Donc, ça sera en bas à gauche. Puis à ce moment-là, vous serez en mesure de pouvoir parler. Donc, la séance est enregistrée. Vous voyez en haut à gauche, il y a un petit bouton rouge « Recording ». Donc, libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou fermée. On a toujours une période plus informative et on prend la capture vidéo pour le mettre sur notre site Internet pour que l'information serve au plus grand nombre. Donc, c'est important que vous soyez informés. Et donc, pour la séance d'aujourd'hui, le déroulement des causeries, je vous l'ai dit la semaine dernière pour ceux qui étaient là, puis je le répète pour les autres, c'est toujours la même formule. On commence par l'ouverture. Ensuite de ça, on a une thématique du jour et Robert introduit notre sujet pendant 15 minutes. Donc, après ces 15 minutes-là, moi, je prends les questions, plus de clarification pour bien comprendre ce que Robert vient de dire. Donc, si vous avez des questionnements, je vous invite à l'écrire dans le chat. Je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt comment vous servir du chat parce qu'on me l'a demandé. Et donc, questions de clarification après le 15 minutes de présentation. Et on va être rendu, après ce 10-15 minutes-là de clarification, à l'ouverture des lignes. Donc, l'ouverture des lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les questions en rafale. Donc, les gens qui m'auront écrit dans le chat, je vais me faire votre porte-parole pour poser les questions à Robert. Et on commence par les questions qui touchent le sujet du jour. Puis par la suite, s'il y a du temps, on va pouvoir faire des questions qui sont sur un autre sujet. Donc, voilà. Puis, on se garde un petit 10 minutes, 15 minutes à la fin pour évaluer notre rencontre, pour s'améliorer. Et c'est la fermeture. Donc, ce qui est important pour les gens qui veulent chatter. Donc, si vous allez avec votre souris ou votre curseur dans le bas de votre image, vous voyez une petite bulle hein, qui signifie le chat. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir à votre droite apparaître une colonne blanche. Et au bas de la colonne, vous allez voir « Everyone » ou « À tous ». C'est là que vous pouvez écrire vos questions. Pour les questions, dans le fond, ce qu'on vous demanderait, vous êtes libre d'écrire votre nom ou pas. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est que vous nous écriviez de quelle ville vous êtes, parce que ça nous intéresse de savoir notre auditoire provient d'où, hein, Robert? C'est important pour nous. Et ensuite de ça, votre question. S'il vous plaît, une question courte. Si vous m'écrivez des romans, au nombre qu'on est, je n'ai pas le temps de lire des grandes. Donc, une question courte. Et ensuite, vous me dites si vous voulez intervenir ou pas. Si vous ne me dites pas que vous voulez intervenir, ce que je comprends, c'est que c'est moi qui rapporte votre question au groupe. Si vous souhaitez intervenir, bien moi, je vais essayer de prendre le plus d'interventions possible quand ça va être le moment des lignes ouvertes. Et à ce moment-là, on vous donne la parole, vous ouvrez votre micro et vous vous adressez à tous. C'est bon? On va y aller avec ça pour l'instant. On a aujourd'hui une petite
un petit moment où on va vous demander de remplir un sondage, mais je vais vous dire à ce moment-là comment le faire et c'est très, très simple. Donc, on peut y aller avec la période de contenu. Donc, je cède la parole à Robert. Ben, encore une fois, bonjour tout le monde. On est 31 personnes, ça fait que le thermomètre augmente en même temps que la température elle descend. Ça fait que la semaine passée, il y avait eu des questions sur les règles d'attribution des HLM. Qui c'est qui peut habiter en HLM, comment on fait pour entrer, tout ça. C'est qu'on avait décidé aujourd'hui, cette semaine, de discuter du règlement sur l'attribution. Donc, je vais vous le présenter brièvement. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint qui n'est pas très longue. Donc, est-ce que ça fonctionne, Catherine? Oui, on voit bien. OK. Donc, écoutez, il y a peu importe dans quelle municipalité vous habitez, hein, il y a 180 offices d'habitation au Québec, mais tous les offices doivent respecter 2 règlements. Il y a un règlement sur les loyers. Partout au Québec, on ne paye pas le même prix de loyer, mais on paye selon le même règlement sur les loyers. Puis l'autre règlement qui est le même pour tous les offices, c'est le règlement qu'on va voir cet après-midi. C'est le règlement sur l'attribution des HLM. Un règlement provincial sur les HLM, ça existe depuis le début des années 80, mais le règlement il a été révisé pour la dernière fois en 2011. Donc, le règlement qu'on va regarder, là, il est en vigueur depuis 2011. Avant les années 80, il n'y avait pas de règlement provincial. Chaque office d'habitation pouvait avoir son propre règlement, puis ça avait amené des scandales à l'époque parce que il y a des places où c'était le maire qui pouvait faire rentrer ses petits amis. À d'autres places, si tu donnais 100$ au directeur, tu pouvais rentrer. Donc, il y avait eu beaucoup, beaucoup de scandales. Puis, il y a des endroits où c'était des gens plutôt riches qui étaient dans les HLM, il n'y avait pas d'affaires là. Donc, comme il y avait eu beaucoup de scandales, bien, au début des années 80, le gouvernement a cru nécessaire d'adopter un règlement pour toute la province en disant, hey, là, on va mettre de l'ordre là-dedans, là, parce qu'il y avait trop d'exagération. Donc, on regarde le règlement. J'ai une dizaine de petites fiches qu'on va passer. On n'est pas obligé de les apprendre par cœur, là, mais c'est un peu pour comprendre les principes là, qui guident l'attribution des logements. Donc, la première chose, c'est qu'au Québec, il y a 3 catégories de logements HLM. C'est un peu drôle, là, checker ça. La catégorie A, c'est les personnes âgées. Vous êtes catégorie A, félicitations. La catégorie B, c'est les familles. Puis la catégorie C, c'est ce qu'on appelle pour des gens qui auraient des besoins spéciaux. On pense surtout dans ce cas-là à des logements pour personnes handicapées en fauteuil roulant, par exemple. Bon. Dans les faits, quand on regarde, il y a 65 000 HLM au Québec. Il y en a à peu près 35 000 qui sont pour les personnes âgées. 32 000 pour les familles. Puis il y a un petit 3 000 logements qui sont pour la catégorie C, les personnes qui ont des besoins spéciaux. Ça peut être aussi, par exemple, à Montréal, pour des personnes qui étaient à la rue, des itinérants. Catégorie C. Bon. Ensuite, excusez-moi, sur le privé, hein, quand on habite dans un loyer, on peut louer un 2 chambres, un 3 chambres, un 4 chambres. Le loyer est plus cher, mais on peut loger dans la grosseur de logement qu'on veut. Dans les HLM, ce n'est pas ça. Dans les HLM, le règlement prévoit que, par exemple, quand tu es une personne seule, tu peux avoir droit juste à un studio, si l'office a des studios, ou un logement d'une chambre à coucher, un toit et demi. Donc, à Québec, par exemple, je prends cet exemple-là, Québec, c'est la ville où il y a le plus de studios. C'est pas plaisant, là. Il y a des gens qui aiment ça vivre dans un studio, mais règle générale, les gens, ils trouvent ça petit en maudit, hein, puis ils sont... Mais comme à Québec, il y a beaucoup, beaucoup de studios, il y en a plusieurs centaines, bien, si tu es une personne seule et tu fais une demande de logement à Québec, tu peux écoper d'un studio même si tu n'en voudrais pas. Donc, une personne seule, c'est un studio ou un logement d'une chambre à coucher. Si tu es un couple, 2 personnes, c'est aussi juste un logement d'une chambre à coucher. Puis ensuite, les chambres supplémentaires, bien, c'est si tu as d'autres occupants avec toi. Donc, puis là, c'est un peu particulier. Donc, si tu as 2 enfants de moins de 7 ans,
l'Office doit te donner une chambre, pas deux. Parce que tes enfants, ils ont moins de 7 ans, ils doivent dormir dans la même chambre. Si tu as 2 enfants de moins de 14 ans, du même sexe, et dont l'écart d'âge est de moins de 6 ans, c'est aussi juste une chambre, ils doivent dormir dans la même chambre. Si tu as un enfant de plus de 14 ans, ben là, il peut avoir sa chambre à lui ou à elle. Puis, tu peux en tout temps obtenir une chambre si tu peux prouver que ton enfant a une déficience physique ou mentale là, qui l'empêche de partager sa chambre avec un autre. Puis, la dernière, peut-être, subtilité, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en garde partagée. Donc, quand tu habites en HLM, si tu vas avoir une chambre pour ton fils ou ta fille qui est en garde partagée, il faut que tu puisses prouver à l'Office que tu as l'enfant au moins 40 du temps. Sur l'année, que ton enfant vient au moins 40 sur 365 jours, là, qui vient, en tout cas, suffisamment pour justifier que tu aies une chambre pour lui. Bon, ça, c'est les normes. On pourrait revenir tantôt dans les discussions. Maintenant, qui est admissible à un HLM au Québec? Ben, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être soit citoyen canadien ou résident permanent. Il faut résider au Québec depuis au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois. C'est-à-dire qu'on se comprend, j'étais au Québec, je suis allé aux États 6 mois, je reviens. Ben, si je peux prouver que j'ai été résident du Québec 12 mois au cours des 24 derniers mois, c'est bon. Il faut avoir des revenus inférieurs, il faut être à bas revenus. Puis, dans chaque région du Québec, il y a des grilles de revenus. Puis, je donne un exemple, mais ce n'est pas un exemple vrai, mais mettons, une personne seule en Gaspésie doit gagner moins de 17 000 $ pour être admissible à un HLM. À Montréal, ça serait peut-être une personne seule de moins de 20 000 $. Donc, les barèmes varient d'une région à l'autre au Québec, mais il y a un montant pour les personnes seules, un montant pour les couples, un montant pour les familles. Puis si tu gagnes une pièce au-dessus de ce montant-là, ben, tu n'es pas admissible au HLM. Puis si tu es en bas, tu es admissible. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas dépasser une certaine valeur de bien. Donc, encore là, dans chaque région du Québec, on va le voir tantôt, mais on peut dire que pour être admissible à un HLM, il ne faut pas que tu aies plus que 50 000 $ en biens, meubles, voitures, dans tes comptes de banque. Donc, les offices peuvent établir un montant où là, on va dire, ah, vous avez trop de biens, vous n'êtes pas admissible à un HLM. Ça peut être 50 000, ça peut être 30 000, 100 000, ça dépend des offices, mais les offices ont le droit donc de déterminer un montant maximal de biens que tu as le droit de posséder, puis au-dessus de ça, ils vont dire que tu n'es pas admissible parce que tu es trop riche. Puis finalement, l'autre notion, c'est qu'il faut être autonome. Pour vivre en HLM, il faut être autonome, seul ou avec de l'aide. Vous voyez la nuance? Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de rester à logement, de te faire à manger, de te laver, seul ou avec de l'aide. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait venir une coopérative de ménage à domicile, il peut être autonome avec de l'aide. Quelqu'un qui se fait venir la popote roulante, qui n'est pas capable de se faire à manger, qui se fait venir la popote roulante. Vous savez, la question, c'est qu'il faut que tu sois capable de rester à logement. On pourrait revenir. Bon, ça, c'est les gens pour être admissibles. Les gens qui ne sont pas admissibles à un HLM, bien évidemment, c'est ceux qui ne respectent pas les conditions qu'on vient de voir, là, mais il y a d'autres conditions qui rendent inadmissibles à un HLM. Premièrement, si tu es étudiant à temps plein, sans enfant à charge, tu n'as pas le droit de faire une demande de HLM. Les étudiants ne peuvent pas rentrer dans un HLM, sauf si tu as des enfants. Si tu as des enfants à charge, tu es admissible à un HLM. Mais si tu es un enfant, excusez-moi, si tu es un étudiant, mettons, de 18 ans, tu vas à l'université, tu ne peux pas demander un logement HLM. Bon. Par contre, si tu es une femme de 18 ans avec 2 enfants à ta charge, puis tu vas à l'école, tu es prêt à bourse, puis que tu demandes un HLM, tu y as droit. Donc, vous voyez, là, il y a la notion d'enfant en charge. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être barrés des HLM. Donc, c'est des gens qui ont déjà habité en HLM, puis qui en ont été expulsés. Ces gens-là, oups, là, je vois que c'est écrit au plus 5 ans, mais je vais être plus clair. Donc, quelqu'un qui a déguerpi de son HLM, tu pars sans payer, là, le fly-by the night, là, ben, si tu as quitté le HLM, tu as une dette à l'égard du HLM,
tu vas être inadmissible pendant, puis là, je m'excuse, c'est pendant 3 ans, c'est pas 5 ans. Quelqu'un qui a une dette envers l'office de loyer, il est barré pendant 3 ans, puis il faut qu'il rembourse sa dette pour être admissible à nouveau à un HLM. Donc, ça, c'est valable pour ceux qui ont déguerpi et qui ont une dette envers l'office. Puis ceux qui auraient été mis dehors parce qu'ils ont troublé la paix. Tu sais, quelqu'un qui fait du trouble, qui fait le diable dans le bloc, ça prend 1 an, 2 ans, on va enrichir du logement contre lui, on convainc un juge de le mettre dehors. Bien, cette personne-là serait barrée pendant 5 ans. Nulle part au Québec, elle pourrait faire une demande de HLM pendant 5 ans. Donc, ça peut te rendre inadmissible un HLM. Donc, vous voyez, là-dedans, il n'y a pas de question de casier judiciaire, puis est-ce que l'office peut se renseigner sur la personne pour voir si c'est un bon locataire, il était-tu propre, il était-tu tranquille. Les offices n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire une enquête, mais ils ont le droit de faire appliquer ces critères-là. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les HLM, si le gouvernement a mis sur pied un programme HLM, c'est pour venir aux gens les plus mal pris. Et donc, quelqu'un qui sortirait de prison, par exemple, il a le droit d'appliquer pour un HLM, puis ça lui donne une chance, comme n'importe quel autre citoyen. Par contre, si tu fais le trouble d'un HLM puis tu es mis dehors, ben là, tu es barré pendant 5 ans. Ça, c'est les règles actuelles. On en regarde d'autres. Quand vous habitez déjà en HLM, bien, pour les gens, mettons, qui sont ces listes d'attente, qui sont en dehors des HLM, quand ils font une demande, et ça, c'est quand même nouveau, ça remonte à 2011, il faut savoir que l'office, tous les offices d'habitation au Québec ont l'obligation d'établir une liste des secteurs dans lesquels les locataires peuvent faire des choix. C'est-à-dire qu'on a gagné en 2011 le droit pour les locataires d'émettre leurs préférences, de dire où c'est qu'ils voudraient aller, puis où c'est qu'ils ne veulent pas aller. C'est pour pas qu'il y ait un office dise, regarde, là, on a un logement à cette place-là, c'est à prendre ou à laisser, tu y vas, ou on te barre de la liste pendant 1 an. Donc, les offices ont l'obligation d'établir des secteurs. Et là, un locataire peut dire, OK, moi, je voudrais aller dans tel secteur, mais je ne veux pas aller dans tel secteur ou tel secteur. Et là, l'office doit respecter les choix, les préférences émis par le locataire. Ça, c'est quand même nouveau. Puis, il faut se rappeler aussi que quand quelqu'un fait une demande pour entrer dans un HLM, la demande, elle doit être renouvelée chaque année. Il y a des gens, des fois, qui oublient de renouveler leur demande, elle tombe à l'eau. Il y a dans les grandes villes au Québec, il y a plusieurs centaines, des fois plusieurs milliers de personnes qui sont ces listes d'attente de HLM. Ça fait que, à qui les offices doivent donner les logements, bien, le règlement prévoit qu'il y a des priorités. Et là, si on les regarde, vous voyez dans le bas complètement, c'est écrit liste d'attente ordinaire. Donc, si moi, je m'inscris pour avoir un HLM, je suis sur la liste d'attente, puis là, il peut y avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. On va regarder ça tantôt. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont le droit de passer devant tout le monde, des cas d'urgence. Et le règlement les prévoit, ces cas d'urgence-là. Donc, on dit que les femmes victimes de violences conjugales qui se retrouvent dans des centres de femmes, qui se réfugient là, bien, ces femmes-là, si elles demandent un HLM, elles passent en priorité. Il y a aussi les gens qui sont dans des logements sinistrés, le monde qui passe au feu, qui sont pauvres. Tu sais, si tu passes au feu, tu es citoyen canadien ou résident permanent, que tu es à bas revenu, tu sais, tous les critères de tantôt. Là. Mais, donc, si tu passes au feu, tu as le droit d'être logé en priorité, de passer devant ceux qui sont sur la liste d'attente parce que tu es dans une situation d'urgence. Le règlement prévoit aussi les gens qui seraient victimes d'expropriation municipale, mais ça, c'est rare. Ça. Avant, ça se faisait beaucoup, les expropriations, là, dans le temps de l'aéroport Mirabel et ces affaires-là. Mais là, il n'y a plus beaucoup de cas d'expropriation, mais c'est toujours là. Après ça, ça peut vous intéresser. Les locataires qui sont en HLM, mais qui doivent être relogés pour des raisons de santé ou de sécurité. Vous voyez, donc, j'habite en HLM, je peux prouver que j'ai des raisons de santé ou de sécurité graves qui justifieraient que je change de logement. Bien, l'Office peut me faire passer en priorité avant les gens qui sont sur la liste d'attente ordinaire de l'extérieur qui veulent un HLM. Et finalement, il y a aussi les locataires qui sont dans un HLM puis qui demandent à être relogés selon la politique de l'Office. Ça, là, notez ça parce qu'on va y revenir tantôt, c'est super important. Les gens qui vivent en HLM,
qui ont des raisons graves de santé et sécurité, l'Office est censé les reloger en priorité. Et également, tous les autres locataires de HLM qui aimeraient ça changer de logement sont censés être relogés en priorité avant ceux qui sont sur la liste d'attente du dehors, mais selon la politique adoptée par l'Office. Fait que là, on va regarder ça tantôt, mais gardez ça en tête. Puis à la toute fin, tu as les gens qui sont sur la liste d'attente de l'Office. Juste pour vous dire, si on prenait toutes les listes d'attente de HLM des offices au Québec, là, chaque année, ça fait entre 35 000 et 40 000 personnes qui sont ces listes d'attente qui veulent avoir un HLM. C'est quand même pas mal de monde. Hein? Alors, si on regarde maintenant, l'Office, quand vient le temps d'accorder des logements à ceux qui sont sur la liste d'attente ordinaire, c'est pas premier arrivé, premier servi. Il y a une pondération. C'est comme à la petite école, on note chaque demande, on donne des points pour chaque demande, puis c'est les demandes qui ont le plus de points qui passent en premier. C'est ce qu'on appelle la pondération. Et là, dans les éléments qui donnent des points, bien, premièrement, il y a les revenus du ménage. Tu peux avoir 2, 4 ou 6 points. L'idée, c'est d'avoir le plus de points possible pour rentrer en premier. Donc, les gens, je donne un exemple. Mettons, si tu gagnes moins de 10 000 tu as 2 points. Si tu gagnes entre 10 000 et 15 000 tu vas avoir 4 points. C'est le contraire. Je recommence. C'est débile ce que je viens de dire là. C'est exactement le contraire. Si tu gagnes moins de 10 je suis mal parti. Si tu gagnes moins de 10 000 tu es très pauvre. Donc, tu vas avoir un maximum de points. On va te donner 6 points. Si tu gagnes entre 10 000 et 15 000 tu es un petit peu moins pauvre. On va te donner un peu moins de points. On va t'en donner 4. Puis si tu gagnes, par exemple, entre 15 000 et 20 000 on va te donner seulement 2 points. Vous voyez, donc, on donne des points aux gens les plus pauvres. Ça leur donne une chance de rentrer plus vite en HLM. Bon. Le deuxième critère, c'est l'ancienneté de la demande. Pour chaque année que tu attends, on va te donner 2 points. Donc, après une première année, c'est la liste d'attente. Ton dossier va être augmenté de 2 points. Puis, après une autre année, tu vas être encore augmenté de 2 points jusqu'à un maximum de 6 points. Donc, tu peux avoir 6 points maximum pour ton revenu, 6 points maximum après 3 ans d'attente sur la liste d'attente. Tu vas avoir le 6 points pour l'ancienneté. Puis ensuite, les offices donnent également 1 point supplémentaire par enfant que tu as. Ça ne joue pas beaucoup dans les immeubles personnes âgées, mais dans les immeubles famille, bien, plus tu as d'enfants, plus que tu as de points. Et c'est ça, finalement, qui fait que tu vas te retrouver ou au sommet de la liste d'attente, ou au milieu, ou en bas. C'est cette pondération-là que les offices doivent appliquer. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans le cas des gens qui ont les revenus de la sécurité du revenu ou les pensionnés, l'Office peut dire, d'office, on lui donne 6 points. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on pourrait se retrouver dans une situation, par exemple, où dans un immeuble personne âgée, si l'âge d'entrée est, par exemple, de 55 ans, on va le voir tantôt, là, mais les immeubles personnes âgées, ce n'est pas tous 65 ans l'âge d'entrée. Il y a des offices qui peuvent mettre ça à 60, à 55. Fait que mettons le cas d'un office où on dit l'âge minimum pour entrer dans un HLM personnes âgées, c'est 55 ans. Bien, une personne qui est sous l'aide sociale, elle fait 8 000 par année. Elle aurait son 6 points pour les revenus. Alors qu'un pensionné, mettons, qui fait 13 000, n'aurait pas 6 points. Il y en aurait juste 4. Donc, systématiquement, c'est les personnes de 55 ans sous l'aide sociale qui rentreraient dans les HLM et les pensionnés ne rentreraient pas parce qu'il y aurait moins de points au niveau des revenus. C'est pour ça, donc, qu'on peut donner une espèce d'égalité des chances à tout le monde en disant, bien, dans nos immeubles personnes âgées, on va donner 6 points, non seulement à ceux qui sont à très faible revenu, mais également à tous ceux qui ont des revenus, exemple de pension. Même si un fait 8 000 et l'autre fait 13 000, nous autres, on va lui donner 6 points pareils parce qu'on ne voudrait pas qu'ils rentrent juste des gens de 55 ans sur l'aide sociale puis qu'ils ne rentrent plus un maudit pensionné dans nos HLM personnes âgées. Donc ça, le règlement permet ça. Radiation, ça, c'est pas joli. Là, on vient de parler de comment on accorde des logements, mais radiation, ça veut dire que l'Office peut barrer, radier de la liste des locataires. Notamment, quand l'Office annonce à un locataire, « Monsieur, madame, vous êtes en tête de liste, on vous offre un logement », il faut savoir que le locataire a 16 jours
pour accepter ou refuser le logement. S'il le refuse ou s'il ne répond pas, il est radié de la liste pour 1 an. L'autre chose aussi, c'est qu'un locataire qui se ferait accorder un logement, qui signerait le bail, mais qui n'irait pas occuper le logement, ben lui, il serait radié pour 3 ans. Tu as accepté un logement qu'on t'a offert, là, puis tu n'y vas pas, ben là, ce n'est pas 1 an, la radiation, c'est 3 ans. Bon. Est-ce qu'on peut refuser un logement que l'Office nous offre? Parce que là, je viens de vous dire que si on le refuse, on est radié pour 1 an, puis que si on signe le bail et qu'on le refuse, on est radié pour 3 ans. Est-ce qu'on peut le refuser? Ou est-ce que l'Office a-tu le gros bout du bâton? Puis quand il nous offre un logement HLM, on est obligé de l'accepter. Sans ça, tant pis pour nous autres, on va payer pour. Bien, oui, on peut refuser un logement, mais il y a quelques exceptions qui font qu'on peut refuser un logement. On les regarde ensemble. La première, c'est une raison de force majeure. C'est-à-dire qu'une maladie grave, le décès d'un proche qui rend impossible le déménagement. Tu sais, exemple, tu es rendu, tu as un cancer, tu es traité à l'hôpital, l'Office t'appelle sur ton lit d'hôpital pour dire « Bonjour, chanceuse, vous avez un HLM à compter du mois prochain. » Bien là, on pourrait dire « Regarde, je ne pourrais pas, là, dans les 3 prochains mois, là, il y a hors de question que je fasse un déménagement. » Donc, ouais, vous comprenez, tu peux refuser un logement si tu peux prouver que tu n'es pas dans un état de déménager, un état physique ou mental. L'autre raison, c'est si tu es une personne handicapée, puis qu'on t'offre un logement qui n'est pas adapté pour les personnes handicapées. Tu vas dire, regarde, je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas aller là, je peux pas. Exemple, tu as une porte patio, puis tu as le calorifère qui barre la porte patio, puis tu n'es pas capable ton fauteuil roulant ne te permet pas d'enjamber le calorifère pour aller sur ta galerie. Bon, tu peux refuser un logement pour des raisons on appelle ça des barrières architecturales. L'autre raison, celle-là, là, c'est nous. On s'est battu pendant 2 ans pour l'avoir. On l'a obtenu en 2011. Puis ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut la peine d'en parler. C'est si accepter un logement pourrait détériorer sa situation économique ou son état psychologique. Depuis 2011, il y a des locataires qui ont refusé des logements. Puis l'Office n'était pas content. Là. Puis l'Office a dit, on va vous amener à la régie en radiation de bail. Puis les locataires ont gagné. Mais c'est des cas particuliers. Il faut être capable de... Si on nous offre un logement puis qu'on le refuse, pour ne pas être radié, il faut être capable de prouver que d'accepter ce logement-là aurait pour effet de détériorer de façon importante notre situation économique ou psychologique. Puis quand c'est allé en cours, ça, puis les locataires ont gagné, je vous donne un exemple. Puis c'est un exemple vrai, là. Une grand-mère qui vit toute seule, sa fille vit à un coin de rue de là, elle est monoparentale, puis elle a 2 petits-enfants, puis elle travaille, la mère monoparentale travaille comme une folle pour arriver. Hein? Puis c'est donc la grand-mère qui, le matin, elle n'a pas d'auto, le matin, elle va à pied chercher les 2 petits-enfants pour les amener à la garderie, à l'école. Puis le soir, c'est elle qui va la chercher. Je pense que la mère était infirmière sur des chiffres de pouls. Là, tu sais. Et là, la grand-mère, elle vivait avec un grand-père, donc, puis il était dans un 2 chambres. Parce que le grand-père souffrait d'apnée du sommeil, il faisait du bruit, ça fait qu'il avait obtenu d'être dans un 2 chambres, c'est un couple avec 2 chambres. Et là, le grand-père est décédé. Et là, l'Office dit à la grand-mère, vous êtes dans un 2 chambres, mais là, vous êtes seul. On va vous reloger dans une chambre, mais pas dans l'immeuble où vous êtes, à l'autre bout de la ville. Puis là, la grand-mère a dit, ben non, je ne peux pas faire. Oui, je suis prête à aller dans une chambre à coucher, mais pas à l'autre bout de la ville. J'aide ma fille. Puis là, l'Office a dit, non, la loi, c'est la loi. On a le droit de mettre dans une chambre à coucher. C'est à l'autre bout de la ville. Fait que la dame a tenu son bout. C'est allé, elle a tenu son bout. Elle a dit, non, moi, elle dit, vous allez m'offrir un logement dans mon immeuble ou proche parce que j'aide ma fille. Puis il n'est pas question que j'arrête d'aider ma fille. Puis, elle a tenu son bout. Fait que là, l'Office est allé à la régie du logement. La grand-mère, elle a expliqué son cas au régisseur. Puis le régisseur, il a dit, écoutez, ça, là, ça va avoir pour effet de détériorer votre situation économique puis votre état psychologique. Si vous ne pouvez plus venir en aide à votre fille et à vos petits-enfants, c'est un dur coup psychologique. Fait qu'il a dit, pas de problème. Vous gardez votre 2 chambres à coucher, puis si l'Office veut vous reloger dans un logement de la bonne grosseur,
bien, ils vont devoir le faire dans l'immeuble. Donc, on peut contester un logement, mais il faut avoir des bons arguments, on se comprend, là, puis il faut défendre notre droit. Là. Parce qu'il y a des offices qui sont smart, puis il y a des offices qui sont moins smart, mais ça, c'est ça la loi qu'ils doivent respecter. Et le dernier élément qui ferait qu'on pourrait refuser un logement, vous savez, tantôt, je vous disais que l'Office doit établir des secteurs qui permettent aux locataires d'exprimer dans quel secteur ils veulent aller puis dans quel secteur ils ne veulent pas aller. Bien évidemment, si l'Office t'offre un logement qui n'est pas dans les secteurs où tu avais dit que tu étais prêt à aller, tu as le droit de le refuser sans radiation. Je continue, j'en ai plus tellement longtemps. Robert, est-ce qu'on peut faire une pause avant de voir le comité de sélection? Parce qu'on a beaucoup de questions. Puis on est déjà à 2 heures. Ou tu préfères continuer? Ben, il y a un comité de sélection qui est censé veiller au grain, sur lequel il y a des locataires. On pourra en parler s'il y a des questions. Parce que de toute façon, ma présentation PowerPoint, elle va être sur le site de la Fédération pour ceux et celles qui voudraient la consulter. Ça fait qu'on peut ouvrir les discussions. Puis, super. Puis on va enlever le PowerPoint pour te voir. Yeah! Que les gens aiment ça, te voir. Donc, première question. Odette nous demande si, de Québec, si on est un couple, est-ce que l'Office, à ce moment-là, quand il y a un transfert, il essaie de nous donner, ou quand on est admis, il essaie de nous donner un assez grand 3,5 ou il n'y a pas de... Donc, je vais te faire quelques questions en rafale, d'accord? Donc, est-ce que c'est considéré le fait que 2 personnes, il y aurait peut-être besoin de plus d'espace ou pas? Ensuite de ça, on a Lucien Dionne qui nous demande une personne qui demeure dans un 4,5 qui a déménage pour des raisons médicales. Donc, c'est un transfert qui est obligatoire. Est-ce qu'elle pourra, à ce moment-là, réavoir un autre 4,5? Deuxième question. Je t'en fais pas trop. Là. Je t'en fais 3, puis ensuite, je te donne la parole. Troisième question. On a le droit à faire combien de choix lors d'un transfert sans que notre dossier soit gelé? Tu l'as dit tantôt, mais on peut le répéter. Donc, j'arrête ici, puis on continue après parce qu'on en a plusieurs. Sur le... Vous savez, tantôt, on regardait les normes d'occupation, puis je vous disais que le règlement prévoit que quand tu es un couple, tu as droit à un logement d'une chambre à coucher. Les normes, ils ne disent pas un grand 3,5 ou un petit 3,5. Hein? Ils disent juste tu as droit à un 3,5. Fait que là, après ça, c'est bête à dire, mais ça dépend des offices, ça dépend des administrations. Un office qui est smart, il va dire hey, on a des grands 3,5 puis on a des petits. Fait que ça sera fin de mettre dans les petits 3,5, mettre une personne seule, puis dans nos grands 3,5, mettre des couples. Ça serait humain, fin, intelligent, mais la loi n'oblige pas ça. Hein? Fait que là, la loi dit que tu as droit à un 3,5, donc un office qui serait humaine ferait des efforts pour te mettre dans un grand 3,5 quand tu es un couple, mais c'est pas obligé. Un office un administrateur qui voudrait être bête et méchant, là, comme ses pieds, il pourrait dire non, regarde, c'est celui-là. Puis bon, donc on n'a pas vraiment droit à un grand ou un petit logement. On a droit à un logement de la bonne grandeur. Après ça, ça dépend de des rapports qu'on a avec l'administration. Sur la question de ce que je n'ai pas dit tantôt, puis je le dis tout de suite, c'est que donc on a droit d'habiter un logement de la bonne grandeur. Si on n'est plus dans un logement de la bonne grandeur, exemple, on était 2, mon mari décède, l'Office veut me mettre dans une chambre à coucher. Donc, que ce soit l'Office qui veut nous transférer dans un logement ou un autre, ou que ce soit parce que nous, exemple, on est une famille, puis ma femme tombe enceinte, puis on a un bébé de plus, puis on aurait droit à un logement plus grand. Donc, peu importe qu'on déménage dans un logement plus grand ou plus petit, ce qu'il faut savoir, c'est dans ces cas-là, l'Office doit nous donner un dédommagement de 500 $ pour aider au déménagement. Quand on doit déménager de logement pour aller vers plus grand ou plus petit, on a droit à une aide de 500 $ de l'Office. Avant, c'était 200 $. On s'est battu, on l'a fait monter à 400. Puis on s'est encore battu l'an passé, puis on l'a fait monter à 500. Bon. Sur la question de Lucien qui est notre représentant pour le Bas-Saint-Laurent, une personne est dans un 2 chambres à coucher, pour des raisons médicales, elle demande à changer de logement. Est-ce qu'on doit lui donner une autre 2 chambres à coucher? Ma réponse, ça ne serait pas nécessairement.
C'est-à-dire que si, normalement, la personne a le droit à une chambre. Quand tu es tout seul, tu as droit à un logement d'une chambre, donc un 3,5. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que pour avoir une chambre supplémentaire, si ton état médical le justifie, tu peux avoir une chambre supplémentaire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui aurait des bonbonnes, tu sais, quand tu dors, tu as l'apnée du sommeil, tu as des bonbonnes, puis tu as un appareil qui fait du bruit. Je donne cet exemple-là. Ben, ça peut justifier que tu aies une chambre pour mettre ces appareils-là. Mais il faut que tu aies une justification pour avoir une chambre supplémentaire. T'sais. Si tu es tout seul, tu es censé avoir juste un logement d'une chambre. Fait, pour avoir une deuxième chambre, il faut que tu aies une justification médicale. Donc, si la dame qui est dans un 2 chambres à coucher obtient un transfert pour des raisons médicales, bien, ça peut justifier que ça justifie une chambre de plus, bien, elle va garder son 2 chambres à coucher. Mais comme je ne connais pas le cas précis, je ne peux pas aller plus loin. Puis sur la dernière question, j'ai un blanc de mémoire. Catherine, c'était quoi? Combien de choix? C'est Suzanne de Montréal qui nous demande. On a droit à combien de choix lors d'un transfert sans que notre dossier soit gelé? Okay. Écoutez, il n'y a aucune règle qui existe à cet effet-là dans le règlement provincial. Parce que comme on vient de le voir, tout ce que ça dit, c'est que quelqu'un a le droit de transférer de logement, il a le droit d'exprimer ses choix, puis l'Office doit y offrir des logements dans le cadre des choix que la personne a fait. Fait que si moi je dis je suis prête à aller à Saint-Léonard, puis qu'on m'offre un logement à Saint-Léonard, je n'aurai pas plein d'autres choix. Ils vont me dire, Monsieur Pilon, on vous a demandé vos choix. Vous aviez dit dans vos choix, il y a Saint-Léonard. On vous offre Saint-Léonard. Vous devez l'accepter. On ne vous en fera pas 2, 3 autres choix. Là. On vous en fait un bon dans vos choix. Vous devez l'accepter. Sinon, on pourrait vous radier pendant 1 an. Bon, ça, c'est le règlement provincial. C'est nos droits. Après ça, si certains offices ou certains employés d'office veulent être plus smart que le règlement, tant mieux. Mais ils ne sont pas obligés, vous comprenez? Ce n'est pas un droit qu'on a qui nous offre plusieurs choix. Le choix qu'on a, c'est qu'il nous offre des choix dans ceux qu'on a faits. Mais ils ne sont pas obligés de nous en offrir plusieurs. On continue? Oui. Au niveau de l'âge des occupants. Donc, en fait, on a eu une question la semaine dernière là-dessus. Puis là, ça serait intéressant de la renommer et de l'étoffer un peu. Admettons que j'habite dans une tour aînée. J'ai 60 ans et je tombe en amour éperdument avec un beau jeune homme de 48 ans. Alors, est-ce que le beau jeune homme de 48 ans en question, il peut demeurer chez moi? OK. Là, je vous ai présenté le règlement provincial. Évidemment, il est long et un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le règlement provincial, il y a des articles où on donne la possibilité au conseil d'administration de l'Office d'adopter des règlements locaux. Et ça, c'en est un exemple. Sur la question de l'âge des occupants, tu sais, tantôt, je disais dans l'IHM personnes âgées, c'est au conseil d'administration de l'Office de décider, ça va-tu être 65 ans, l'âge du premier occupant, là? Ils vont-tu baisser ça à 60, à 58, à 55? Mais non seulement l'Office a le pouvoir de déterminer l'âge du premier occupant dans les immeubles personnes âgées, mais ils peuvent aussi passer un règlement pour déterminer l'âge minimal des autres occupants. Et là, on a ici un exemple. Dans beaucoup d'offices, on a dit que, bon, exemple, il est proposé de fixer à 60 ans l'âge d'admissibilité dans les immeubles pour personnes âgées. Vous voyez, mais ça pourrait être 65, ça pourrait être 55. Là. Et à 18 ans, l'âge minimum des autres occupants. Donc, un conseil d'administration d'office qui dira, ah, nous, l'âge des autres occupants, là, c'est minimum 30 ans ou minimum 50 ans. Ça existe, là, ce que je vous dis là. Il y a des offices où on dit, par exemple, c'est 60 ans, il faut qu'il y ait une personne ait 60 ans, puis les autres, il faut qu'il y ait au moins 50 ans, ou 55 ans, ou 30 ans, ou 18 ans. Et ça, c'est une décision du conseil d'administration de votre office. Ça se discute. Vous, comme locataire qui êtes impliqué dans des comités consultatifs ou au CA de l'Office, vous pouvez remettre ça en question. Parce que comme ça a été une décision prise localement, si elle n'est pas bonne, on peut la faire changer. Là. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mais c'est un pouvoir local. Mais c'est important. Alors, Robert, par exemple, si
j'ai des petits-enfants. Là, ça dit, dans la politique, là, par exemple, là, pas en bas de 18 ans. Moi, j'ai des petits-enfants. Ma fille et son conjoint meurent dans un accident. On me confie la garde de mes petits-enfants. Moi, je veux prendre mes petits-enfants avec moi. Là. Il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est formidable hein, qu'une grand-mère ou un grand-père prenne les petits. On ne peut pas y reprocher. C'est héroïque. On lui tirerait notre chapeau. Qu'est-ce qui va arriver après ça? Bon. Mettons que l'Office a comme règlement que les autres occupants doivent avoir 30 ans et plus ou 50 ans et plus. Puis là, c'est des petits de 2-3 ans. L'Office va avoir deux choix. Ou l'Office va fermer les yeux. Il va fermer les yeux. Puis, oui, ils ont un règlement, mais c'est pas parce que tu as un règlement que tu es obligé de l'appliquer à la lettre. Là. Tu peux dire, ben, pour des raisons humanitaires, parfaitement compréhensibles, on va laisser madame et ses petits-enfants-là, mais on va lui dire, écoutez, comme n'importe qui, quand vous avez des gens avec vous, vous en êtes responsable, puis ces gens-là ne doivent pas déranger les autres locataires. Fait qu'on pourrait dire, première étape, là, OK, oui, elle a des petits, elle garde ses petits-enfants, ça ne dérange pas personne. Le jour où ça dérangera, vraiment, là, on fera de quoi? Bon. Et ce jour-là, qu'est-ce que l'Office ferait? Bien, l'Office aurait deux choix. Ou l'Office dirait, on va changer notre règlement pour permettre à madame d'avoir ses petits, ou encore, on ne la mettra pas dehors. Si on met, mettons la ligne dure. L'Office dit, écoutez, dans l'immeuble, c'est 50 ans, les autres occupants, vos petits-enfants, ils dérangent. On a essayé d'être tolérants, là, parce que c'est un beau geste que vous faites, mais ça dérange. Ils ne peuvent pas la mettre dehors. Ce qu'ils peuvent faire, c'est dire, madame, on va, avec vos petits-enfants, on va vous prendre, puis on va vous offrir un logement dans un projet famille. Fait que là, la personne âgée va devoir se déplacer dans un logement, dans un projet famille avec les petits. Mais il y a hors de question qu'on mette dehors cette personne-là ou qu'on y interdise de garder ses petits-enfants. Okay. Mais quand même, on se rend compte donc que le règlement que je viens de vous montrer, il est important parce qu'il y a des incidences, il y a des conséquences pour le monde. Là. Donc, il faut, comme locataire, comme comité, il faut le discuter, puis voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui serait bon comme règlement dans notre immeuble, dans notre office, puis en dialoguer avec l'office là-dessus. Vous avez le droit de faire des représentations là-dessus. Même chose pour l'âge d'entrée. On veut-tu 65 ans, 60, 55? On peut dire ce qu'on veut à l'office là-dessus parce que c'est une décision locale. C'est bon. Merci. Je t'envoie 3 autres questions. On a Michel du comité logement Richemont qui demande est-ce qu'une personne qui habite en principe seule peut habiter avec sa blonde sans le mentionner à l'office? Donc, première question. Ensuite de ça, on a 2 questions sur la pondération. Donc, première question, une personne qui a un handicap physique, est-ce que ça donne des points supplémentaires pour la liste d'attente? Comment c'est traité? Et autre question, au niveau de la pondération, tout à l'heure, tu as mentionné qu'en fonction des régions, le montant n'est pas nécessairement le même. On disait 2 points, 4 points. Tu as donné l'exemple 10 000 2 points. Mettons, je fais 15 000 4 points, 17 000 6 points. Donc, ce qu'on aimerait savoir, je vais juste fermer les micros. Ce qu'on aimerait savoir, c'est, dans le fond, ces montants-là qui étaient fictifs dans ton exemple, est-ce que c'est chaque région qui a des montants différents? Okay, on commence par celle-là. Puis, attends un peu, si c'est différent, où on trouve l'information? OK. Voilà. Oui, c'est différent. C'est-à-dire, pour chaque région administrative du Québec, les montants ne sont pas les mêmes parce qu'ils sont fixés en fonction du prix moyen des logements sur le privé. Ça fait comme les prix ne sont pas partout, sur le privé, ce n'est pas les mêmes prix partout, que tu sois à Montréal ou en Gaspésie, c'est ce qui fait aussi que les seuils de revenus ne sont pas les mêmes. On peut puis ils changent chaque année, ces grilles-là. On appelle ça les grilles de revenus. Là. Écoutez, à compter de demain, sur la page d'accueil de la Fédération, là, du côté gauche, on va mettre la vidéo de la causerie d'aujourd'hui.
Puis, je vais aussi mettre en annexe le règlement et les grilles de revenus. Donc, vous pourrez vous les consulter sur le site de la Fédération. À la question de... Une personne qui a un handicap, est-ce que j'ai plus de points? Comment ça fonctionne pour la liste? Tantôt, je passais vite sur ce point-là parce qu'il y a des dispositions particulières pour les personnes handicapées. Premièrement, les personnes handicapées ont le droit d'appliquer dans tous les HLM de la province de Québec, puis ils ont le droit d'appliquer autant dans les immeubles familles que dans les immeubles personnes âgées. Parce que vous savez, des logements adaptés pour les personnes handicapées, tu n'en as pas des tonnes. Des fois, ils sont juste dans les immeubles personnes âgées. Je donne cet exemple-là. Là. Souvent, tu as des immeubles adaptés, tu as des logements adaptés dans des immeubles personnes âgées. Puis là, on dit c'est 50 ans ou 60 ou 65 ans pour rentrer. Mais moi, j'en ai 48, puis il n'y en a pas d'autres logements adaptés pour les personnes handicapées. Donc, le règlement prévoit que il y a une exception pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées peuvent appliquer autant dans les immeubles familles que personnes âgées, peu importe leur âge, parce qu'ils appliquent pour des logements adaptés. Donc, il y a ça. Puis oui, ça donne plus de points pour les personnes handicapées. Mais je ne rentrerai pas dans le détail, mais mettons, on se comprend qu'il y a une exception pour les personnes handicapées en fauteuil. Okay. Et la notion de personne handicapée, c'est presque juste une personne en fauteuil roulant. C'est-à-dire, en tout cas, c'est une personne qui a des limitations importantes à se déplacer et qui a besoin d'un logement qui est adapté à ça. Donc, parce qu'on s'entend, les logements, c'est avec des comptoirs plus bas, des prises électriques plus basses. C'est des logements qui sont adaptés pour des personnes en fauteuil roulant. Donc, la définition de personnes handicapées là, en matière de HLM, ça fait beaucoup référence à cette incapacité-là d'être debout. Donc, bon, il y a ça. L'autre question... Robert, je peux-tu un petit complément sur celle-ci? Oui. Parce que je viens de voir une question apparaître. Est-ce que l'Office est obligé d'adapter un logement pour une personne handicapée ou qui deviendrait handicapée? Là? À ce point-là, à ce niveau-là, les offices sont considérés comme n'importe quel propriétaire au Québec. Le propriétaire, il fournit un logement, le logement, il est comme il est. Tu n'as pas une obligation du propriétaire d'adapter son logement parce que, oups, la personne... malheureusement, elle devient, par exemple, en fauteuil roulant. Tu n'as pas une obligation. Puis d'ailleurs, les offices qui veulent adapter des logements doivent compter sur la collaboration du locataire pour qu'il fasse une demande à l'Office des personnes handicapées pour obtenir des subventions pour adapter le logement. Mais c'est juste une différence. Les offices ont des logements adaptés. Ces logements-là sont réservés aux personnes handicapées qui sont sur les listes d'attente. Ils arrivent dans un logement adapté. Ça va. Mais si tu es dans un HLM qui n'est pas adapté et que la personne, à cause de problèmes de santé, a un accident, par exemple, qui se retrouve en fauteuil roulant et que là, le propriétaire doit adapter ce logement-là, ben là, ça peut être long parce qu'il faut courir après des subventions. Par contre, cette personne-là pourrait dire, moi, j'ai besoin d'un changement. Si vous ne pouvez pas adapter mon logement, pouvez-vous me transférer de logement dans un logement adapté? Et là, je deviendrai prioritaire, comme on le regardait tantôt, en raison du fait que j'ai des problèmes graves de santé qui justifient un transfert de logement. On pourrait y revenir. Sur la première question, je suis seul dans mon logement, je me fais une blonde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, écoutez, ça, c'est plus une question je dirais, de loyer. Comme on paye un loyer en fonction de nos revenus, puis des gens qui habitent avec nous, ben, si quelqu'un vient habiter avec moi, me fait une blonde, comme je le disais la semaine passée, je n'ai pas de permission à demander à l'Office. Est-ce que ma blonde peut venir rester avec moi? On est dans un pays libre, puis l'Office, ce n'est pas mon père ou ma mère. Je n'ai pas de permission à demander à un chaperon pour avoir quelqu'un qui va vivre avec moi. Par contre, j'ai l'obligation légale, dans les 30 jours, d'aviser l'Office que, à compter de telle date, monsieur ou madame une telle vient rester avec moi. Il faut que je m'attende, lors du renouvellement du bail, à fournir les preuves de revenus de cette personne-là. Puis l'Office va avoir le droit, évidemment, de le calculer dans le prix du loyer. Mais on se comprend, j'ai l'obligation de le dire, que quelqu'un vient rester avec moi, puis l'an prochain, cette personne-là va payer. Et ça, c'est une question de justice et d'équité. Parfait.
On C'est à a mon fini? tour. Ah, On a d'autres parfait. questions. Oui, on avait fini la liste. Alors, une autre question. Bon, moi, je rencontre toujours un beau jeune homme. Ça m'arrive souvent, régulièrement. Et mon nouveau conjoint a 2 jeunes enfants. Donc, à ce moment-là, est-ce que mon conjoint et ses 2 jeunes enfants peuvent venir vivre avec moi? Et ensuite de ça, si jamais il peut venir vivre avec moi, j'ai-tu droit à un plus grand logement? Puis, si après ça, ben, on se sépare, parce que là, je t'inquiète, là, d'un coup, qu'on se sépare, qu'est-ce qui va arriver du logement? Parce qu'un 3 dans un Robert. Ouais, on commence par le début. Ouais, là, je suis en amour, ça va OK. bien. Tu sais, par exemple, je suis dans un 3,5, là, ou dans un 4,5, puis bon, je me fais un chum, une blonde, puis ses enfants, puis là, on se retrouverait 6 dans le logement, par exemple. Comme je viens de le dire, je n'ai pas de permission à demander à l'office de dire, Monsieur le directeur, me permettez-vous que mon chum ou ma blonde vienne rester chez nous? Je n'ai pas de permission à demander, là. C'est la vie. Par contre, c'est sûr que si ces gens-là viennent habiter chez moi, je me retrouve dans un logement qui peut être surpeuplé. Donc, comme je le disais tantôt, ben, si moi, je prends la décision de permettre aux gens de venir rester avec moi, c'est ma décision. Les gens viennent rester avec moi, on va se serrer dans le logement. Je suis responsable de ces gens-là. C'est sûr que si on est nombreux dans le logement, ça risque de déranger autour, hein, un peu. Fait qu'il faut que je le dise, de faire attention. Il faudrait qu'on enlève nos souliers et qu'on marche à la tête parce qu'on est dans un logement surpeuplé. C'est pas plaisant pour nous, puis c'est pas plaisant pour les autres. Je le déclare à l'office. Je dis, hey, là, je me suis fait un chum, puis ses enfants, puis ils restent avec moi, et je demande un transfert de logement. Je le dis, je suis honnête, je dis à l'office, wow, je suis en amour, il y a des gens qui restent avec moi, je vous les déclare, vous échangerez sur le loyer, mais là, moi, j'ai droit à un logement plus grand. Et là, ça dépend, la balle va être dans le camp de l'office, qui se déguédine pour me fournir un logement plus grand, puis je vais déménager dans un, tu sais, bon, tout ça est correct. Mais ce qui ne serait pas correct, c'est que je dis, là, moi, je veux que je suis en amour, je voudrais que ma blonde et ses enfants viennent rester avec moi, mais là, il faut que j'attende que l'office me donne le OK, que l'office me trouve un logement plus grand dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, je pourrais rester avec les gens que j'aime. Ben non, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est clair, il va arriver que des couples se forment, que des ménages se forment, qu'on se retrouve donc dans des logements devenus trop petits, des logements surpeuplés. Puis là, on avise l'office, puis c'est leur devoir, dans les meilleurs délais, de nous reloger dans un logement de la bonne grandeur. Mais des fois, ce n'est pas facile. Ça dépend de la réalité des logements disponibles, là. À Montréal, par exemple, si j'ai besoin d'un 6 chambres à coucher, ça se peut qu'il n'y en ait pas disponible puis que ça prenne. C'est malheureux, là. Puis on le voit. Des fois, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir un logement de la bonne grandeur. Est-ce que je me prive de rester avec les gens que j'aime? Non. Mais malheureusement, on vit dans un logement surpeuplé, puis avec les bons et les mauvais côtés que ça a, mais tu as d'autres offices en région où tu en as beaucoup de grands logements, puis où c'est plus facile. Mais donc, ça ne doit pas être un obstacle, là. Il faut être honnête. Être honnête, ça veut dire qu'on n'a pas de permission à demander, on peut rester avec qui on veut, mais on le déclare à l'office, puis on doit s'attendre à avoir un logement soit plus grand ou plus petit si ça ne correspond plus aux fameuses normes d'occupation qu'on voyait tantôt. Pour la suite, si après ça, là, j'ai un exemple, j'ai un 4 chambres à coucher avec ma blonde et ses enfants qui sont arrivés. Là, la chicane pogne. Ou sans chicane, on ne s'aime plus, puis on décide de se séparer. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je vous dirais, c'est toujours des questions un peu compliquées, hein, les séparations quand il y a des enfants, mais ce qu'il faut retenir, c'est si je suis dans un 4 chambres à coucher, pourquoi je suis dans un 4 chambres à coucher? C'est parce qu'il y a des enfants. Si les enfants restent, c'est l'adulte qui reste avec les enfants qui reste dans le logement. Si les enfants s'en allent, je ne pourrais pas garder un 4 chambres à coucher. Hein? On va me reloger dans une chambre à coucher. Donc, quand il y a des séparations, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les enfants qui restent dans le logement avec le parent qui va rester, le père ou la mère, ou peu importe, là, ou, bon, mais tu n'as pas 2 logements. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire,
Là, vous m'avez donné un logement. Là, je me suis fait un chum ou une blonde, elle est venue rester avec moi. Là, la chicane pogne. L'Office va nous donner un deuxième HLM. Non. L'Office avait donné un logement HLM. Tu as décidé de te mettre en compagnie ou pas. Mais si la chicane pogne, tu n'auras pas droit à un deuxième HLM. Parce qu'il y a du monde sur la liste d'attente qui attendent d'eux autres pour en avoir un. Puis là, toi, dans ton logement, tu as fait rentrer quelqu'un un peu par la bande. Tu sais. Toi, tu avais eu un HLM. Tu es en amour, tu fais rentrer quelqu'un dans le bloc. La chicane pogne. Est-ce que cette personne-là aurait droit à un autre HLM? Non. C'est ceux qui sont sur la liste d'attente qui ont droit à un HLM. Puis, qui va garder le logement? Et là, je vous le dis. Si c'est, je donne l'exemple, je me suis fait une blonde. Elle arrive avec ses 4 enfants. Belle histoire d'amour. À un moment donné, je m'attends, je dis, on divorce. Ben, si les enfants restent dans le logement avec la mère, c'est moi qui m'en vais sur le privé. Donc, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les offices, dans des cas de séparation, les offices ne peuvent pas donner un deuxième logement. L'office va dire, écoutez, arrangez-vous, là. C'est qui? Vous avez un beau 4 chambres à coucher, là. C'est qui le garde? Puis si la personne qui le garde les enfants, bien, vous allez garder votre chambre à coucher. Mais si M. Pilon, par exemple, vous dites, moi, là, la fille avec qui je suis en amour, là, qu'elle s'en aille, puis que les enfants s'en aillent, bien là, l'office va vous dire, OK, parfait, les enfants s'en aillent, puis la madame s'en aille. Mais vous, là, vous ne resterez plus dans un 4 chambres à coucher. On va vous remettre dans un studio. Enfin, je ne sais pas si ça répond. C'est toujours des questions un peu touchées, mais... Ça répond très bien. En fait, là, on ferait peut-être une petite pause sondage. Oui. Oui, Robert nous a préparé un petit sondage. Donc, on va vous demander, tu peux l'envoyer, Robert, oui. On va vous demander, en fait, qui connaît la politique d'attribution de son office? Hein? Parce que la politique, elle existe sur papier. Donc, qui d'entre vous connaissez cette politique ou les détails de cette politique-là? Et là, vous voyez apparaître, c'est marqué « Pool ». Et donc, vous pouvez cliquer pour répondre. Super, il y a du monde rapide, vous étiez prêts. Donc, on va laisser quelques instants aux gens pour répondre. Puis c'est à titre indicatif, là, pour voir un peu est-ce que, de façon générale, vous connaissez ou pas la politique d'attribution. Donc, on est rendu à 19 réponses. Ça ressemble aux élections américaines, des résultats. La semaine prochaine. Okay, bon, ben, je pense qu'on peut mettre fin. Je vous envoie les résultats. J'ai les résultats. Est-ce qu'on dit, c'est-tu share result ou relaunch? Oui, share. Okay. Share. Excellent. Donc, le résultat, 65% oui, 35% non. Peux-tu faire un petit peu de millage là-dessus, Catherine? Oui, je te laisse la parole. Okay. Regardez, tantôt, je vous disais, quand on regardait le règlement provincial, on disait que tu as le monde qui sont sur la liste d'attente de l'extérieur qui veulent rentrer dans HLM, mais tu as ceux qui passent en priorité. Puis dans ceux qui passaient en priorité, on disait les femmes victimes de violence, les gens qui passent au feu, les gens qui vivent déjà dans les HLM, qui ont des raisons graves de santé ou de sécurité de changer de logement. Puis après ça, je vous disais, tout autre locataire qui vit dans les HLM, qui voudrait changer de logement, ce n'est pas des raisons graves de santé et de sécurité, mais qui voudrait changer de logement pareil, mais selon la politique adoptée par l'Office. Là, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que votre Office a une politique, puis c'est laquelle? Là, je vais vous en montrer une. Nous, à la Fédération, en 2011, on a... Oups, j'ai manqué mon cours. De ne pas me tromper. OK. Donc, en 2011, on a écrit un modèle de bonne politique qu'on suggérait aux offices d'habitation d'adopter. Attendez, je vais essayer de le grossir. Laborama. Je pense que c'est mieux comme ça. OK. Bon. Là, on vous a demandé la question, est-ce que votre office en a une ou pas? Est-ce que vous la connaissez ou pas? Si vous ne la connaissez pas, c'est peut-être parce que votre office n'en a pas.
Ce n'est pas automatique, là, mais si vous ne savez pas si votre office a une politique sur les transferts de logement, c'est peut-être que l'office n'en a pas. Ça, vous allez retrouver ça également sur notre site demain, mais on va la regarder. On va jeter un petit coup d'œil ensemble si vous voulez bien. Donc, ce que ça dit, vous voyez, on dit que ça, l'objectif de cette politique-là, c'est de permettre aux locataires d'obtenir un transfert de logement selon des conditions justes et équitables pour tous les locataires. Ça permet aussi de se conformer à l'article 23.1 du règlement d'attribution de la SHQ qui exige d'établir des critères d'admissibilité à un relogement prioritaire. Tu sais, donc, le règlement dit que l'office est censé avoir un règlement. Bien, là, on en propose un. Et là, regardez, le premier point, c'est qu'on permet l'échange de logements entre locataires. Ah, ça, c'est nouveau, ça. On dit que 2 locataires consentants, donc 2 personnes qui habitent dans les HLM, là, mais 2 locataires consentants qui déposent une demande conjointe d'échange de logement pourraient se voir accorder leur transfert. Donc, moi, je suis dans un 3,5 côté soleil, je ne supporte pas le soleil, je connais quelqu'un qui est dans un 3,5 côté ombre, qui rêve d'être au soleil, on se parle, on visite nos logements, on se dit que ça serait le fun, on change-tu de logement? Bien, on va à l'office, on change les baux, puis l'affaire est catch-up. Donc, la possibilité de faire des changements de logement, évidemment, il faut que ça respecte les normes. Tu sais. Je ne pourrais pas, une personne seule, changer de logement avec quelqu'un qui a 3 chambres à coucher. Tu sais, mais si on respecte les critères, pourquoi on ne pourrait pas changer de logement si on veut? Ça serait une belle politique. Le deuxième, c'est quand les gens veulent changer de logement, bien, il y a des priorités. On dit que quand il y a un logement qui est vacant, l'Office gère les relogements dans l'ordre suivant. Premièrement, les gens qui ont des motifs graves de santé ou de sécurité, avec des documents qui le prouvent. Ensuite, les transferts obligatoires. Ça, j'en ai pas parlé, mais un transfert obligatoire, c'est si moi, j'habite, par exemple, dans un 3 chambres à coucher avec des enfants, mes enfants, ils sont grands, ils s'en allent. Là, je suis dans un logement trop grand pour mes besoins. Puis là, l'Office m'a dit, M. Pilon, vous ne pouvez pas rester dans un 3 chambres à coucher, on va vous remettre dans une chambre à coucher. Bien, ça s'appelle, c'est des transferts obligatoires. Ou de la même façon, tantôt, quand on disait, si je me fais une blonde qui vient avec ses 4 enfants, que mon logement est surpeuplé, je vais demander un logement plus grand. Donc, un transfert obligatoire, c'est quand on va dans un logement plus grand ou vers un logement plus petit. Puis, le troisième motif de relogement, ça serait à la demande du locataire pour tout autre motif. Donc, c'est ça qu'on appelle, dans le fond, les transferts au désir. Tu sais, il y a des transferts graves pour des raisons de santé et sécurité, mais après ça, il y a toutes les autres personnes qui voudraient changer de logement pour toutes sortes de raisons, pour se rapprocher de leurs enfants, se rapprocher de l'hôpital, se rapprocher du centre d'achat, parce qu'ils ont peur des hauteurs puis ils aimeraient mieux être au rez-de-chaussée, ou parce qu'ils ont peur d'être au rez-de-chaussée parce qu'ils se sont déjà fait agresser puis ils aimeraient mieux être des hauteurs. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui font que des gens peuvent vouloir changer de logement sans que ce soit des raisons graves, documentées là, de médecins ou de... Tu sais. Bon, donc, une politique qui dit aux gens, vous avez le droit de changer de logement si vous êtes malheureux dans votre logement, mais vous ne passez pas avant ceux qui ont des raisons graves de santé et sécurité. Bon. Et là, la procédure, c'est quoi? On dit par exemple que... procédure. Il ne faut pas que le locataire ait de dette à l'office ou il ne faut pas qu'il soit à régie. Il ne faut pas que l'office soit à régie contre le locataire parce qu'il fait du trouble. Donc, il faut que ce soit un locataire là, qui ne cause pas de trouble. Il paye son loyer, on n'est pas à régie pour essayer de le mettre dehors. Si on est à régie pour essayer de mettre quelqu'un dehors, ce n'est pas le temps de le transférer de logement, on se comprend. Donc, son dossier est clean. Le logement actuel du locataire est en bon état. On va se comprendre, c'est quelqu'un, mettons, qui vandaliserait son logement, là, qui ferait des trous dans le mur partout, puis après ça, qui dirait « Donnez-moi un logement neuf », bien, l'Office pourrait dire « Wow, une minute, tu viens d'en scraper un, on ne t'en donnera pas un deuxième. » Bon, tu sais, là, on se met dans la tête d'un office, là, parce que c'est une politique qu'on propose à l'office. Donc, un bon locataire qui n'a pas brisé son logement, puis qui fait une demande par écrit en indiquant son choix de logement ou de secteur. Donc, la personne a dit où elle veut aller, là, parce qu'il faut, avant d'améliorer sa situation, il faut l'envoyer à une place où elle veut aller, il ne faut pas l'envoyer à une place où elle ne veut pas aller. Après ça, le locataire paierait 25$ pour ouvrir le dossier, parce que
il y a un employé de l'office qui va prendre sa demande. Comme c'est pour accommoder le locataire, bien, ça coûte de quoi? Tu sais, le fonctionnaire, pendant ce temps-là, il ne fait pas autre chose. Donc, on paierait 25$ pour faire inscrire notre demande de changement de logement. Et là, pour pas que les gens abusent, on dirait que le locataire doit habiter depuis au moins 2 ans dans son logement avant de demander un transfert de logement. Tu sais, pour ne pas changer à tout bout de champ de logement, là, on dirait qu'il faut que tu habites depuis 2 ans dans ton logement pour être admissible à un transfert, sauf si tu as des motifs graves de santé ou de sécurité. On se comprend, j'ai un logement au 3e étage, je me fais couper 2 jambes. Ça fait juste 6 mois que je suis là. J'ai quand même raison de transférer de logement pour des raisons graves de santé et sécurité. Là. OK. Puis, finalement, aucune indemnité versée au locataire parce que c'est lui qui veut changer de logement. On l'accommode. Donc, on ne paiera pas 500$ pour l'aider dans son déménagement. C'est aux frais du locataire, le déménagement. Puis, on y fournira. Puis, s'il change de logement, bon, il fournira. T'sais, normalement, quand un locataire aménage dans un HLM, l'office, il fournit de la peinture ou peinture son logement. Si la personne, après 2 ans, elle veut changer de logement, bien, l'office ne fournira pas à nouveau de la peinture ou ne peinturera pas son logement parce que c'est le locataire qui veut changer de logement. Bon. Voilà. Puis, finalement, un locataire qui a fait une demande, qui dit dans quel secteur on veut aller, bien, si l'office t'offre un logement et tu le refuses, bien, ça se peut que l'office dise, regarde, on ne jouera pas au fou, là, on ne t'en offrira pas 50, là. On t'en a offert un, tu ne l'as pas voulu, ben, on va suspendre ta demande pendant un certain nombre d'années. Bon, ça, c'est un modèle de politique qui, à notre avis, serait relativement humaine. Parce qu'actuellement, il y a des offices qui n'en ont pas de politique et qui ne permettent pas les transferts de logement. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas choisi son secteur, il a fait une demande de HLM, il se retrouve à une place, puis il est malheureux. Pas malheureux au point d'être malade, mais il est malheureux. Puis là, il est condamné à être là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas une vie, ça. C'est pour ça que c'est important. La loi dit que les offices doivent avoir une politique sur les transferts de logement. Il faut que ce soit une politique raisonnable et humaine. Nous, on en propose une. Vous pourriez vérifier si votre office a une politique. S'il y en a une, es-tu bonne ou pas bonne? Tu sais, il y a des offices, par exemple, qui disent que c'est après 5 ans que tu vas pouvoir changer de logement. Il y en a d'autres, c'est 3 ans. D'autres, 2 ans. C'est des choses qui se discutent, ça. OK. Merci. Est-ce qu'on connaît des offices qui ont adopté cette politique-là? Puis j'ai plusieurs questions ensuite. Là. Oui, notre exemple, là, pas mal tel que tel. Là, oui, il y en a plusieurs. Je dirais que Trois-Rivières, ça ressemble à ça. Drummondville, Saint-Hyacinthe. Il y a beaucoup d'offices qui ont ce modèle-là. OK. Donc, les gens pourront s'en inspirer s'ils veulent remettre ça comme un dossier au CCR, éventuellement au conseil d'administration. Ça va être sur notre site, c'est compris dans les documents qu'on va attacher avec la vidéo. Oui. C'est bon. OK. Donc, je continue mes questions? T'es prêt, Robert? Oui. Toujours alerte? Oui? OK. Oui. C'est bon. OK. On fait pas, comment on dit ça? On fait pas un château avec une cabane, là, mais bon, oui, je t'alerte. OK. Donc, s'il y a une personne qui décède, l'office a combien de temps pour relouer son logement si cette personne-là, elle est sous curatelle? Je ne sais pas si ça c'est-tu Madame Lavigne ou Madame... C'est Joanne. Ah oui, c'est ça. Ah, Ben, les questions compliquées viennent toujours du lac des Deux Montagnes. Bon. Non, c'est correct, c'est une bonne question. Oui. Ben, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'avec... Avant, il fallait... Tu sais, quand la règle du Code civil, c'était qu'un locataire qui veut quitter son logement doit donner un avis. Puis dans les HLM, c'était un préavis de 3 mois. En tout temps, dans les HLM, là, on peut quitter les HLM si on donnait un préavis de 3 mois à notre propriétaire. Si on ne donnait pas notre préavis de 3 mois, on n'était pas légal. Donc, l'Office pouvait nous charger ces 3 mois de loyer-là. Ça faisait des situations un peu débiles où quand quelqu'un décédait, la personne qui décédait avait oublié de donner son préavis de 3 mois sur le fait qu'elle allait décéder. Et donc, les enfants étaient obligés de payer 3 mois à l'Office.
parce que le monsieur ou la madame qui avait décédé n'avait pas donné son avis 3 mois avant de mourir de son belle-mort. Ouais, ben, souvent. Bon. Et sous aidez-moi quelqu'un, comment s'appelle la madame qui était libérale, qui est rendue qui est rendue caquiste, qui s'occupe des aînés? Marguerite Blais. Marguerite Blais, merci. Marguerite Blais. Donc, quand Marguerite Blais était libérale, elle a fait changer le Code civil pour dire que les personnes âgées habitant en HLM n'avaient plus nécessairement besoin de donner l'avis de 3 mois, que lorsqu'ils quittaient les HLM pour aller dans une résidence où il y aurait plus de services, des fois, tu n'es plus assez autonome pour rester en HLM, il faut que tu ailles dans une résidence où il y a plus de services, ou quand tu décèdes, que ce n'était plus un avis de 3 mois, que ce serait un avis de 2 mois. Bon. Okay. Bon. Mais maintenant, quand tu décèdes, puis qu'il n'y a pas de... Quand tu décèdes, puis qu'il y a pas des descendants, mais des... Successeurs. On appelle ça des gens qui acceptent la succession. Un exécuteur testamentaire, je cherchais le mot. Donc, c'est ces gens-là qui ont le bail. C'est eux qui doivent payer les 2 mois. Puis normalement, ils ont 2 mois pour clairer le logement, puis rendre le logement disponible à l'office. Bon. Lorsqu'il y a des gens qui décèdent et qu'il n'y a pas personne pour s'occuper du cas, là, il y a l'office puis il y a la curatelle. Dans le cas de l'office, premièrement, il faut savoir qu'eux, là, ils n'ont pas le pouvoir comme propriétaire de liquider ce qu'il y a dans le logement. Là, ça ne leur appartient pas. Hein? Fait qu'il faut qu'ils trouvent c'est qui le responsable testamentaire, là, parce qu'un propriétaire ne peut pas s'accaparer comme ça du matériel dans un logement, ce serait du vol. Donc, des fois, c'est long de trouver c'est qui les gens qui sont responsables, bon, puis prendre des ententes avec eux. Au pire du pire, ce que l'office peut faire, là, quand ils ne trouvent pas, ils peuvent tout ramasser ce qu'il y a dans le logement, puis l'entreposer. En attendant de trouver la personne à qui ça appartient. Puis, mais ça, ils peuvent faire ça après. Quand ils n'ont pas trouvé, bon, ils entreposent, puis là, ils peuvent remettre le logement en état puis le relouer. Quand la curatelle est dans le décor, là, c'est plus compliqué. Bien, ça dépend où, parce que des curatelles, ça peut être plus ou moins rapide, on s'entend, dépendamment des régions du Québec. Mais quand il y a une curatelle, ben là, il faut que l'office comme propriétaire, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire affaire avec la curatelle pour qu'eux libèrent le logement. Et ça, honnêtement, j'ai vu des cas où ça pouvait prendre 4, 5, 6 mois parce qu'il y avait des dossiers compliqués avec la curatelle. Et je n'ai pas de réponse simple à ça, c'est-à-dire que l'office, comme propriétaire, ils n'ont pas tous les droits. Ils ont loué à quelqu'un. Cette personne-là, elle n'existe plus, mais c'est un fonctionnaire qui travaille pour le curateur qui est légalement propriétaire du bail, locataire du logement. Fait qu'il faut que tu t'entendes avec cette personne-là pour obtenir une fin de bail pour pouvoir le relouer, parce que tu peux pas commettre l'erreur de relouer un logement quand tu as toujours un locataire. C'est des situations rares et pas faciles. Moi, la solution que je donne aux offices, c'est de dire, écoutez, prenez le stock qu'il y a dans le logement. Si vous ne savez pas avoir des réponses rapides, là, ramassez tout, prenez-en soin, échappez rien, cassez rien, jetez pas un papier, puis entreposez ça quelque part, parce que ça peut être long. Puis c'est pas grave si c'est long, ça prendra 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça n'empêche pas de louer le logement à ce moment-là. Okay. Puis là, j'ai un mea culpa à faire. En fait, c'est Denise Lavigne qui avait posé la Denise. question. Donc, je m'excuse, du lac des Deux montagnes aussi. Oui. Et puis, donc, là, c'est des questions de précision, mais on comprend que si le logement est vide, l'office peut prendre les biens pour les entreposer. Par contre, si je ne me trompe pas, quand une personne décède, si on reloue le logement, s'il est vide après 1 mois, les enfants sont venus ramasser tout et que l'office réussit à le relouer avant le 2 mois, l'office ne peut pas prendre 2 loyers pour un même logement. C'est bien ça, hein, Robert? Tu as tout à fait raison. Donc, à ce moment-là, ben, la succession économise 1 mois puisque le logement a été reloué, puis là, il serait réoccupé. Oui. Puis l'autre chose qu'on peut juste, pour
compléter, on pourrait dire, il y a une directive de la Société d'éducation du Québec qui dit aux gens, regardez, là, si c'est une madame pauvre qui meurt, les gens qui prennent la succession sont sous l'aide sociale. Personne n'a l'argent pour payer le 2 mois de loyer de préavis. Courez pas après. Il y a une directive de la ICHQ qui dit ça aux offices. Là. Virons pas fou, là. Le 2 mois de loyer, là, si le monde ne l'a pas et que la succession ne l'a pas, là, on n'ira pas en cours pour ça. Là. On n'est pas des inhumains. Oubliez ça, ça fera partie du déficit d'exploitation des HLM, puis le gouvernement fédéral, provincial, Justin Trudeau le paiera. Là. Fait qu'encore là, un office qui est humain et qui est smart, ne courra pas après le monde pour ça. Les gens sont décédés. C'est déjà assez catastrophique. Voilà. C'est difficile à vivre. Je reviens, là, on n'a pas beaucoup parlé du comité de sélection, mais tout à l'heure, au tout début, j'ai eu une question là-dessus. Il y a quelqu'un qui demandait qui donne les points. Hein? Donc, comment ça se passe? Évidemment, c'est le comité de sélection qu'on n'a pas vu. Et on aimerait savoir aussi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, le comité de sélection, comment ça fonctionne vite, vite, mais aussi, est-ce qu'on a le droit de voir les dossiers des gens? Puis, est-ce qu'on peut avoir l'information complète, là, nominative sur les dossiers qui sont regardés dans ce comité-là ou c'est confidentiel? C'est confidentiel, mais c'est confidentiel réservé aux gens qui sont dans le comité. Là, on va se comprendre. Pourquoi il y a un comité de sélection dans les offices? C'est pour empêcher qu'il y ait du fling-flang ou des enveloppes brunes. Hein? Empêcher qu'il y ait du favoritisme. Parce que moi, je suis chum avec les députés ou avec le maire, m'a rentré dans le HLM, ou parce que je suis la petite amie du directeur, m'a rentré dans le HLM. Tu sais, c'est pour éviter ça qu'il y a un comité de sélection. Pour s'assurer que c'est honnête, que le règlement provincial est respecté. Le comité de sélection, le règlement prévoit qu'il doit y avoir au moins un locataire ou une locataire élu par le comité consultatif des résidents. Pourquoi le locataire est là? C'est justement parce que par sa présence, lui, il assure que ce qui se passe, c'est honnête, qu'il n'y en a pas de fling-flang. C'est pour ça qu'il faut élire quelqu'un de confiance là, au comité de sélection. Mais quand tu sièges au comité de sélection, là, puis que par ta présence, par ta réputation, tu assures que ce qui se passe, c'est honnête, tu ne veux pas être un pion, là, hein? Tu ne veux pas te faire manipuler. Là. Fait que, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, quand on siège au comité de sélection, il faut prendre connaissance du règlement. Tu sais, le règlement dont je vous parle, là, il existe, hein? Il faut le lire, puis il faut l'apprendre. Pas par cœur, mais il faut l'apprendre. Parce qu'on est ensuite, quand on siège au comité, on est là pour s'assurer que les employés de l'office respectent le règlement. Fait qu'il faut le connaître, le règlement. Sans ça, on peut se faire jouer. Bon. Le règlement, ce qu'il dit, c'est que si moi, je siège au comité de sélection, là, je suis là pour m'assurer que c'est honnête, ben, je dois pouvoir vérifier toutes les pièces justificatives, les noms des gens puis les baux signés. Je m'explique. Mettons, je suis dans une ville où il y a 10 logements qui se libèrent. Là, c'est les employés de l'office qui reçoivent les locataires qui demandent des HLM, qui ramassent qui leur font remplir les papiers. Fait que quand il y a une réunion du comité de sélection, ça peut être le directeur ou ça peut être un employé qui vient nous dire au comité de sélection, bien là, regardez, là, il y a 10 logements de libre, bien, on pense que c'est ces 10 personnes-là qui sont en tête de liste et qui devraient avoir les logements. OK. C'est pas moins comme locataire qui va faire l'ouvrage. C'est les employés qui nous préparent tout ça, tout cuit dans le bec. Jusque-là, ça va. Puis là, mettons, on nous dit, OK, c'est ces 10-là. OK. Mais là, moi, qu'est-ce qu'il me dit, mettons, que c'est bien ces 10-là, puis qu'on n'a pas mis de. Mettons, moi, tu sais, Catherine est super chum avec le maire. Fait que là, qu'est-ce qu'il me dit, moi, qu'ils n'ont pas pris le dossier de Catherine et qu'ils ne l'ont pas mis d'indice, là? Bon, comment je vérifie ça? Deux façons. La première, c'est qu'on peut faire une vérification par échantillonnage. C'est-à-dire, là, vous me dites qu'il faut prendre ces 10-là, OK, au hasard, là. Puis c'est tout dénominalisé, les dossiers, hein? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Fait que là, tu peux dire au hasard, on va en prendre un. Ah, tiens, il y en a 10, j'en prends un.
celui-là, on va le checker comme il faut. On ne checkera pas les 10 parce que c'est un job de fou. Mais on va en prendre un ou deux au hasard, puis on va les checker dans le détail. Comme en comité, là on va dire, OK, amenez-nous tous les papiers de cette personne-là, puis on va le faire le calcul, nous autres. As-tu vraiment 6 points pour le revenu? Oui. Ça fait-tu 3 ans que tu es sur la liste d'attente pour avoir 6 points pour l'ancienneté? OK. As-tu des enfants? On veut voir. OK. Tu sais, on fait un check-up par échantillonnage. Ça, là, c'est juste pour s'assurer que les fonctionnaires de l'Office, ils nous font pas des faux dossiers. Puis s'ils savent qu'on check comme ça par échantillonnage, ils vont être prudents. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Puis pour ça, la deuxième chose, c'est, mettons, on dit, OK, parfait, on a checké ça, là. Ces 10 cas-là, on a checké un ou deux, ça a l'air honnête, parfait, vous pouvez le louer, le logement. On ne sait pas c'est qui ces personnes-là. On ne voit pas le nom. Fait que là, mettons qu'au comité de sélection, quelqu'un qui serait malhonnête, là, il nous amène des vrais dossiers de gens pauvres en sélection. Nous autres, on dit, OK, parfait, tout est beau. Puis qu'après ça, quand vient le temps de louer les logements, il loue un logement à Catherine. Comment, moi, je peux savoir que les 10 dossiers qu'on a étudiés qui n'avaient pas de nom, c'était pas pantoute Catherine qui s'est fait offrir un logement après. Donc, en comité de sélection, il faut aussi faire une vérification de dire, écoutez, là, OK, on a loué le même check-up. On a checké des cas, c'était écrit dossier 24-12, 24-6. Bien là, on a checké le dossier 24-6, c'est bien les bons points. Maintenant, c'est qui le dossier 24-6? Ah, c'est M. Laprise, parfait. On peut-tu voir les logements que vous avez loués, là? Il y en a-tu un qui a été loué à M. Laprise? Donc, on peut faire comme ça des vérifications, juste pour être sûr qu'on ne se fait pas jouer. Parce que nous, là, en étant là, on témoigne que tout ce qui se passe là, c'est vraiment les gens les plus pauvres à qui l'Office a loué les logements. Donc, il faut être capable de le vérifier. Vous comprenez? Et c'est sûr qu'on apprend des choses personnelles sur les gens. On voit le nom, le revenu. Mais c'est pour ça qu'on s'engage par écrit à respecter la confidentialité de ce qu'on va apprendre dans le comité. C'est parce qu'on peut faire ces check-ups-là qu'il faut garder ça confidentiel. Il ne faut pas après ça aller s'ouvrir la trappe. Et je finis sur une autre chose. Même si tout est confidentiel au comité de sélection, comme vous avez été élu par le CCR pour être au comité de sélection, vous avez le droit ensuite, quand vous allez au CCR, de parler de ce qui se passe au niveau de l'attribution des logements. Mais pas pour nommer des gens, là, mais par exemple pour dire, on a-tu des bonnes politiques? Par exemple, les transferts de logements, ce qu'on parlait tantôt, là, quand un office a un règlement, ces transferts de logements, c'est le comité de sélection aussi qui va l'appliquer. Par exemple, si vous avez une politique de transfert puis vous avez 10 personnes qui veulent des transferts, à qui vous allez donner les transferts? C'est le comité de sélection aussi qui regarde ça. Donc, le locataire au comité de sélection peut parler au CCR de « on a-tu des bons règlements? Faudrait-tu les changer? De mettre l'âge à 60 ans, c'est-tu bon? On devrait-tu mettre ça à 55, à 65? » Mais vous ne pouvez pas parler de cas particuliers avec le nom des gens, mais vous pouvez faire un rapport sur à l'Office, on a-tu une bonne façon d'attribuer les logements ou pas? Bon, Robert, je te coupe parce que là, si on va avoir le temps de faire une petite évaluation, merci beaucoup pour toutes tes interventions. J'ai eu une question tantôt, je vais simplement la nommer, puis c'est une question qui concerne la prochaine causerie. Donc, on pourra débuter avec ça à la prochaine causerie. Il y a quelqu'un qui se demandait si il y a un locataire, son comportement dégénère auprès des voisins, même qui s'en prend au concierge, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça ne touche pas notre sujet du jour. Puis bon, comme je vous ai dit, quand ce n'est pas directement lié, si on a le temps, on les passe. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Donc, on y reviendra. Mais merci pour la question, c'est bien noté. Alors, maintenant, on a besoin de savoir... Ah, je vais enlever le spotlight de... Voilà. Donc, comme ça, on voit tout le monde en principe. Donc, on aurait besoin de savoir ce que vous avez apprécié aujourd'hui, hein, nos points forts, mais également ce que vous aimeriez voir améliorer pour nos prochaines causeries du lundi. Hein. C'est un rendez-vous tous les lundis à 1h30 avec vous. Et il y a certaines personnes aussi durant la semaine dernière, qui nous ont proposé des sujets. Donc, n'hésitez pas à proposer des sujets de discussion pour les causeries aussi.
Donc, deux façons de nous dire vos commentaires. Vous pouvez nous écrire ça dans le chat parce que nous, on peut l'enregistrer, je note tout ça. Et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui aimeraient s'exprimer pour qu'on entende un petit peu de vive voix comment vous avez trouvé ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous trouveriez à améliorer. Donc, si les gens veulent lever la main, je vais nommer votre nom, puis je vous proposerai d'ouvrir votre micro pour donner vos commentaires. Donc, je vais regarder s'il y a des gens qui lèvent la main. Ah, il y a Robert qui est là, Ruel, ça fait longtemps. Ben oui, Robert. Ben, Robert Ruel, je t'interpelle. Comment tu as trouvé ça? C'est notre ancien président. C'est très bien. Regarde, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est tout simplement que, premièrement, je suis arrivé en retard. Fait que je ne suis pas arrivé à l'heure juste. Fait que je suis plutôt vers la fin que le début. Mais j'ai très apprécié. C'est très bon comme renseignement à donner aux locataires des HLM. Félicitations, Robert. Très bonne idée, tout ensemble. Je vous félicite. Et en même temps, je voulais dire à Robert, félicitations pour l'entente Canada et Québec. Super pour les HLM. Merci. C'est tout l'ensemble, je trouve ça très bien. C'est beau, Catherine. Avec ton enthousiasme, c'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient prendre la parole? Donc, juste me faire un petit signe de la main. Sinon, je vais lire. Il y a Denise Madame Lavigne? Bon. J'ai cru. Madame Lavigne, si vous voulez ouvrir votre micro. Ah, ben, je n'avais pas vraiment demandé pour parler, je ne sais pas, là. C'est pas grave, je vais vous féliciter quand même, là. On fait du très bon travail, puis ça nous aide beaucoup. Merci. C'est bon. On a Joanne. Allez-y, Joanne. Oh, vous devez ouvrir votre micro. Il n'est pas ouvert en bas à gauche. Il est en rouge actuellement, donc simplement. Mais moi, je trouve que c'est un outil de référence exceptionnel. Ça nous permet à nous de faire des suivis auprès soit du CCR, soit du CA, puis d'informer nos gens. Super, super. Merci. Donc, c'est utile, c'est ça qu'on comprend, puis c'est le but. Oui, oui. Ben, en tout cas, de toute façon, nous, ça nous rafraîchit la mémoire parce que, on en a lu des papiers, puis on a mis le nez dedans. Mais des fois, oups, regardons ça, je ne l'avais pas vu ou je ne l'avais pas compris comme ça. Oui. C'est un peu le but aussi de le faire en vidéo parce qu'on sait très bien aussi qu'il y a des gens qui aiment ça lire, puis il y a des gens qui, bon, c'est pas leur tasse de thé, la lecture. Donc, le but que ce soit filmé, c'est aussi ça, c'est pour le rendre plus accessible possible quand on va sur le site Internet par la suite. Merci. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui aimeraient s'exprimer? Donc, non? Est-ce qu'on peut annoncer le sujet de la semaine prochaine? Oui. Vas-y, Robert, je te laisse la parole. Je vais regarder les commentaires. Okay. Ben, écoutez, on aborderait la question de la facturation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un office peut charger aux locataires quand il y a des dommages dans le logement ou quand il y a des bris, là, que ce soit, vous savez, la question de l'usure normale, un logement qui a 20, 30, 40 ans, à un moment donné, il y a des affaires qui lâchent, puis donc on veut des réparations. Est-ce que l'office peut nous facturer certaines choses? À quelles conditions? À quel prix? Quand on perd nos clés ou... Vous savez, toutes ces questions-là, là, des charges additionnelles qu'un office peut nous charger pour est-ce que c'est à l'office de fournir la peinture, quand les moustiquaires sont finis? Ben, donc, toutes ces questions-là concernant la facturation, dans le code civil, ils appellent ça les dommages et intérêts. T'sais, un propriétaire peut te charger pour des dommages. On aborderait cette question-là avec ceux qui peuvent être intéressés. Parfait. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est ce qui va mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. Puis je pense que la semaine prochaine, ça va être intéressant parce qu'on a beaucoup de questions habituellement par téléphone sur ces éléments-là là, de facturation. Donc, je vous inviterai à inviter le plus grand nombre de personnes à se joindre à nous. Au plus fort, aujourd'hui, on a été à 32 personnes. Donc, merci beaucoup, beaucoup de votre participation. Puis, entre-temps, comme je vous dis, gênez-vous pas. Si vous avez des idées, des suggestions de sujets à aborder, des commentaires, vous pouvez toujours nous écrire, ça va nous faire un grand plaisir.
Donc, sur ce, je vous souhaiterais une bonne semaine et j'espère vous revoir. On espère vous revoir la semaine prochaine. Donc,